Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la législation américaine des cosmétiques. Donc moi je suis Cindy Le Guern, donc conseillère internationale chez Bretagne Commerce International BCI. Je remercie Béatrice, donc Senior Regulatory Advisor chez Registrar Corp, d'intervenir ce matin avec nous sur donc le contexte réglementaire des cosmétiques aux États-Unis. Et également, donc, vous allez voir qu'il y a des petites nouveautés intéressantes que Béatrice va nous partager ce matin. L'idée voilà, de ce webinaire, hein, c'est de vous permettre d'identifier les requis pour votre organisation et voilà, d'anticiper l'impact probable des obligations applicables dès cette année. On va vous faire donc très rapidement une présentation de BCI. Donc BCI, qui sommes-nous? Béatrice, tu peux faire passer les slides, s'il te plaît. Oui, alors, entre-temps, mon écran ne veut pas avancer. Je crois que je vais le relancer parce que... Bon. Donc BCI, donc nous sommes une structure régionale d'appui à l'internationalisation. Nous avons une approche donc par filière et par métier. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne, hein. Vous retrouverez nos coordonnées sur la présentation. Et voilà, nous restons à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question liée à l'activité internationale de votre entreprise. Nous avons une gamme de services qui vous accompagnent sur la structuration et la projection de vos activités à l'international, du premier jusqu'au dernier kilomètre. À noter donc dans vos agendas donc l'Open de l'international le lundi 3 juillet à Saint-Brieuc. Donc c'est une journée riche en informations, en networking pour booster votre développement à l'international. Donc journée gratuite pour les entreprises bretonnes. Vous recevrez prochainement les communications avec la programmation. Donc, le support de présentation d'aujourd'hui et le replay seront disponibles sous quelques jours sur notre site web. Donc, pour ce webinaire, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau sur le module Q&R qui est en haut de votre écran. Donc, Béatrice va intervenir pendant 30 minutes, puis nous allons dédier donc 30 minutes à la réponse de vos questions sur le module. Nous mettrons en place un petit sondage pour donc avoir votre retour sur le contenu de ce webinaire. N'hésitez pas également sur ce sondage à nous remonter tout besoin de thématiques que vous aimeriez que l'on développe sur ce type de format de réunion d'information. Typiquement, si vous souhaitez qu'on aborde la réglementation des cosmétiques sur un autre pays, n'hésitez pas à nous l'indiquer lors de la réponse au sondage qui sera lancé juste après la présentation de Béatrice. Donc, je vais laisser Béatrice maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Donc je me présente rapidement. Effectivement, donc je suis responsable du bureau européen de Registrar Corp. C'est une société américaine basée en Virginie dont la spécialité sont les services liés à la conformité à la Food and Drug Administration. Et donc le cœur de métier, si vous voulez, de Registrar Corp, c'est effectivement de réaliser les enregistrements, d'intervenir comme agent de communication avec la FDA et, je dirais de veiller à la conformité des produits, des étiquettes, etc. À travers à la fois des services réglementaires et des solutions logicielles à travers notre filiale cosmétrique. Aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de vous présenter très rapidement, le contexte, des cosmétiques, sur le marché des États-Unis. Alors quand nous avions prévu, en fait, cette intervention avec, Cindy, eh bien, c'était avant que la FDA, change complètement, la donne et que, je dirais le congrès, vote, une nouvelle loi, sur la réglementation cosmétique, à la toute fin de l'année dernière. Donc ce que je vais essayer de faire, dans cette présentation très rapidement, c'est de vous donner vraiment un aspect très général parce qu'on n'a que 30 minutes, mais à la fois vous resituer vraiment le contexte, c'est-à-dire comment ça marche puisque c'est, même s'il y a cette nouvelle loi, il y a quand même des choses qui existent et qui n'ont pas changé et comment en fait le MOCRA, qui est cette nouvelle réglementation, impacte, le secteur cosmétique. Dans la mesure où si vous êtes déjà sur le marché, évidemment, vous êtes concerné, mais si vous aviez prévu de vous lancer sur ce marché américain, eh bien, c'est important parce que, la situation actuelle,
elle va perdurer quelques mois et après vous allez vous retrouver dans un autre environnement. Donc c'est important, dans le cadre d'un projet, d'intégrer ces éléments-là dans la mesure où, finalement entre le moment où vous allez commencer à préparer votre projet et le moment où vous allez vous lancer, eh bien le contexte réglementaire aura évolué. Alors, de quoi allons-nous parler? Et je vais d'abord commencer à vous donner quelques éléments sur le processus réglementaire FDA, vous donner les définitions les plus importantes par rapport à ça. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de textes réglementaires, c'est juste pour bien se repérer. Et je dirais avant de détailler, le la partie réglementaire cosmétique pure, je vais quand même resituer, dans quelle catégorie, les produits cosmétiques se trouvent aux États-Unis, dans la mesure où par rapport à, je dirais, ce qu'on a chez nous ici en Europe, on a quand même une partie de nos cosmétiques européens qui ne sont pas des cosmétiques aux États-Unis, mais qui sont des médicaments en vente libre, hein, ce qu'on appelle les OTC drugs. Donc je vais déjà évacuer cette partie-là et c'est vrai que si par exemple vous êtes, nouveau, sur ce marché, c'est aussi important. C'est une des premières choses que je fais, moi, quand je discute avec une société, c'est déjà, dans quelle cour, jouons-nous? Parlons-nous vraiment de cosmétiques ou, parlons-nous, de produits qui sont en réalité, aux États-Unis, des médicaments en vente libre? Je vous donnerai un petit aperçu hyper rapide sur ce que sont les OTC drugs et comment ça marche et après je vous détaillerai, en fait, la réglementation cosmétique, principalement à travers le fameux MOCRA qui est la nouvelle réglementation qui va s'appliquer, désormais et qui va s'implémenter on va dire sur les, 3-4 prochaines années, mais avec des requis qui vont s'appliquer dès cette année, donc il faut en avoir conscience, dès maintenant. Et je finirai juste pour vous donner un petit aperçu sur les autres règles, puisque nous sommes dans un État fédéral et ça veut dire qu'il peut y avoir des règles locales aussi, hein, État par État. Alors, comment s'applique, le processus réglementaire, FDA? Donc ce qu'il faut bien comprendre effectivement, c'est que la Food and Drug Administration, c'est l'agence gouvernementale, fédérale qui doit, mettre en œuvre, publier, ce qu'on appelle les regulations qui sont un peu ce qu'on peut appeler nous des décrets d'application et à la fois avoir aussi un pouvoir de police pour, réglementer, les produits qui sont liés à la santé et à l'alimentation. Donc la FDA, effectivement, elle s'occupe, des produits alimentaires, des médicaments, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des produits qui émettent des ondes parce que ça peut affecter la santé et en fait, pour savoir dans quel cadre réglementaire de la FDA on va jouer, dans quelle catégorie de produits réglementés par la FDA on va se trouver, eh bien, on va utiliser les définitions de la FDA pour les différentes catégories de produits. Et il se trouve que, les définitions de la l'AFD, elles sont toujours basées sur une chose qui s'appelle l'intended use, donc à quoi est destiné le produit. Et c'est une notion importante parce que, par exemple, moi, quand je discute avec une société, européenne, de cosmétiques, souvent, la façon dont on définit les cosmétiques, c'est ce produit, contient tel, ou tel ingrédient actif hein, et il a, tel, et qui vont lui donner telle ou telle action, hein. Alors, certes, le discours sur les ingrédients, c'est une chose, mais pour la FDA et aux États-Unis d'une manière générale, ce qu'on appelle l'intended use, c'est la conjonction de 3 éléments et à poids égal. C'est-à-dire, heu, non seulement les ingrédients, mais aussi les allégations, c'est-à-dire ce que vous, revendiquez comme action sur votre produit, même si, quelque part dans votre produit, il y a que de l'eau et puis, à part égale encore, la perception du consommateur, hein. Donc si le consommateur, par exemple, perçoit, eh bien, que le fluor, c'est bon pour prévenir les caries, eh bien, ça suffit à faire, effectivement d'un dentifrice au fluor, non seulement un produit cosmétique qui permet de nettoyer les dents, mais aussi un produit qui permet de prévenir les caries et donc à ce titre-là, un médicament, vous voyez, par exemple. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'effectivement, cette définition, va faire que, beaucoup de produits en fait aux États-Unis, même si c'est pas la majorité, beaucoup de produits cosmétiques malgré tout ne sont pas des cosmétiques aux États-Unis, parce qu'ils ne correspondent pas à la définition, du Food, Drug and Cosmetic Act qui est, ce sont des articles que vous pouvez appliquer d'une façon ou d'une autre sur le corps humain, mais par contre, l'intended use, c'est nettoyer, embellir, promouvoir l'attractivité ou modifier l'apparence. Mais quand on parle de modifier l'apparence, on parle ici de maquillage. On ne parle pas ici de supprimer des rides, de détruire de la cellulite, etc. Puisque ce genre d'actions plus physiologiques, en fait, vont correspondre à la définition d'un médicament, d'un drug, hein, et dans la mesure où la définition du médicament aux États-Unis, l'intended use, c'est, bien évidemment une première partie qui nous paraît tout à fait logique, guérir, diminuer les effets, prévenir ou traiter une maladie.
mais aussi tout produit qui va être destiné à affecter la structure ou une fonction du corps. Et c'est à ce titre-là que dès que vous avez des allégations sur la modification de la structure ou du fonctionnement du corps, de la peau, des cheveux, etc., vous allez vous retrouver avec des allégations drugs, des allégations médicaments qui peuvent justement entraîner le fait que vous vous trouviez réglementé en tant que drogue et pas en tant que cosmétique. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les drugs? Eh bien, ce sont tous les médicaments, hein, donc ça va des ingrédients pharmaceutiques actifs, donc les matières actives, jusqu'à les médicaments, sur ordonnance, les médicaments vétérinaires et bien sûr tous les médicaments en vente libre, hein, les produits OTC. Donc souvent on a tendance à penser, quand on est dans l'industrie cosmétique: «Ah oui, les OTC sont les produits solaires». Non, les OTC en fait ce sont tous les médicaments en vente libre que vous allez pouvoir retrouver dans vos pharmacies par exemple, ici chez nous. Et donc c'est beaucoup plus large en fait que, les quelques produits, cosmétiques et qui tombent dans ce domaine-là. Et on parle bien ici de médicaments en vente libre, hein, donc les OTC drugs, over the counter drugs. Alors effectivement, il va falloir quand même catégoriser vos produits, si vous êtes déjà sur le marché, peut-être savez-vous déjà si vous avez, uniquement des cosmétiques ou des cosmétiques et des OTC. Mais si vous avez un projet, pour vous développer sur les États-Unis et que vous ne savez pas forcément, vous ne connaissez pas forcément le cadre réglementaire, eh bien la première chose à faire, c'est ça, c'est de prendre vos produits et de les regarder et c'est ce que je fais quand les entreprises me contactent, je demande l'étiquette. Parce que à travers l'étiquette, on voit l'intended use, on voit la liste d'ingrédients, on voit les revendications et on va pouvoir, se dire: «Tiens, mais alors est-ce qu'on est vraiment dans les cosmétiques ou est-ce que, on est là dans un produit qui va être considéré comme un médicament en vente libre et donc comme un OTC drug?» Alors le cadre réglementaire des drugs, c'est le cadre réglementaire médicaments et là, on ne parle pas du tout de cosmétiques. Donc ces produits-là, ils ont leur cadre réglementaire à eux et donc si par exemple dans votre gamme, vous avez, heu, 20 cosmétiques et puis 2 crèmes de jour avec, une protection solaire par exemple et puis peut-être un produit anti-acné qui ont des actions physiologiques eh bien, vous allez avoir vos 20 cosmétiques qui vont être réglementés comme des cosmétiques, mais ces 3 autres produits sont des médicaments en vente libre et donc vont être soumis à un cadre réglementaire que vous avez sur la diapo que je vous présente actuellement et je vous ai présenté 2 colonnes parce que si vous regardez à gauche en fait de la slide, vous trouvez le régime de base des médicaments. On est dans le médicament. Donc dans le médicament, il faut demander une autorisation de mise sur le marché, hein. Vous savez, en Europe, on a les AMM, hein, les autorisations de mise sur le marché. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil, un médicament, il doit être autorisé. Et une autorisation, c'est ce qu'on appelle là-bas le New Drug Approval, hein, l'équivalent de notre AMM. Et une fois qu'on est autorisé, ben, on va pouvoir s'enregistrer. C'est au moment où on met, le produit sur le marché. Là, on va enregistrer les établissements fabricants, les metteurs sur le marché et les produits et on va devoir désigner aussi ce qu'on appelle un agent de communication avec la FDA sur le sol des États-Unis, hein, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui est là pour le contact avec l'administration américaine. Et le régime des médicaments, eh bien, c'est une conformité, non pas au GMP, cosmétique, mais au GMP pharma, hein. Là, on est dans le pharma pur et dur, avec possibilité derrière d'une inspection, de la FDA. Alors, quand vous avez des over the counter drugs, vous n'avez pas beaucoup de souplesse par rapport à ça, sauf au départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez pas besoin vous avez un régime dérogatoire qui vous dit: «Voilà, comme c'est un médicament en vente libre, on va vous dispenser, d'autorisation si vous vous conformez à une monographie préétablie. Donc, la FDA a des monographies préétablies, on appelle ça maintenant des orders, hein, parce que ça a aussi été réformé en 2020, mais c'est donc un cadre où on va vous dire, voilà, pour un produit solaire, on autorise tels ingrédients actifs à telle concentration, telle éventuelle combinaison d'ingrédients actifs, il faut faire tel type de test, il faut étiqueter comme ci, comme ça, etc. Et à partir de là, si vous, vous suivez en quelque sorte cette recette et ces règles-là, eh bien, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, vous allez passer directement à l'étape ici que vous retrouvez d'enregistrement des établissements fabricants, des produits, la nécessité d'avoir un agent avec la FDA et puis, dans le cadre du médicament, eh bien, il y a des fees à payer à la FDA, donc des taxes à payer à la FDA et c'est non négligeable. On est de l'ordre de 20 000 $ par an, pour ces gens qui fabriquent et mettent sur le marché, donc c'est un petit peu moins cher si vous êtes juste, sous-traitant fabricant et mais, heu, ceux qui fabriquent ces produits-là doivent payer des fees à la FDA tous les ans.
Par ailleurs, on est dans le cadre GMP Pharma, il n'y a pas de GMP Light pour les over the counter drugs. On a les mêmes GMP que n'importe quel médicament. Donc attention, les établissements qui fabriquent des produits qui sont considérés comme over the counter drugs, ils doivent se conformer à des GMP Pharma. Comme ils sont enregistrés, la FDA les connaît, elle peut les inspecter et ceux qui sont déjà enregistrés le savent. Ils viennent, ils viennent régulièrement, c'est pas systématique, hein, c'est par sondage. Une partie des entreprises enregistrées sont inspectées tous les ans. Bon, il y a eu un petit break avec le Covid, mais ça y est, on a recommencé, nous, étant agents de communication avec la FDA, on reçoit les notifications d'inspection, et je peux vous le dire, on en a reçu récemment, donc on sait que la FDA va revenir. Alors une inspection GMP Pharma, c'est pas négligeable, hein, c'est une semaine dans votre entreprise, donc c'est vraiment un cadre spécifique. Donc c'est pour ça que je vous alerte aussi là-dessus. Voilà, si vous n'êtes pas actuellement sur le marché, ou si vous avez des projets, eh bien, à chaque fois, la première question à se poser, c'est bien: «Bon, c'est un cosmétique ou c'est un OTC?» parce que, le cadre réglementaire est différent. Mmh. Donc, pour vous redonner ça un petit peu en image, un shampoing, un rouge à lèvres, un gel douche, ce sont, des cosmétiques. Mmh. Par contre, dès que vous allez avoir une action antibactérienne, heu, une action antidouleur, par exemple, tous les produits qui sont censés, régler des problèmes liés à la peau, le psoriasis et cetera, hem, les produits antipelliculaires parce qu'ils vont jouer, sur le fonctionnement du cuir chevelu. Les produits tout produit avec une protection SPF est considéré comme un médicament parce qu'il va, protéger la peau, des rayons du soleil et donc aussi, aider à prévenir le cancer, par exemple, dans certains cas, le cancer de la peau. Les produits réparateurs, font partie, des OTC drugs, mais aussi, par exemple, beaucoup de produits d'hygiène buccale à partir du moment où il y a une prévention, des caries et cetera, dans l'intended use, du produit. Et donc bien sûr, là, je vous ai mis une crème solaire, mais on n'a pas que les crèmes solaires, on a les crèmes de jour avec SPF et cetera. Donc à partir du moment où vous avez du SPF, un facteur SPF sur vos produits, vous êtes concerné par les OTC, donc c'est important de comprendre que le cadre réglementaire est différent. Donc si je résume, quand vous avez vos gammes cosmétiques, l'important c'est déjà d'identifier si on parle bien de cosmétiques ou on parle, de médicaments en vente libre, d'OTC drugs. Et pour les OTC drugs, et je m'arrêterai là, sachez qu'on est dans le pharma, qu'il n'y a pas forcément besoin de demander une autorisation, mais à condition d'avoir une monographie à laquelle on puisse se conformer et qu'on y soit conforme. Et si c'est le cas, bah, il va quand même falloir avoir des enregistrements pour les produits, pour les établissements fabricants, payer des fees et surtout vérifier aussi qu'on est en conformité avec les règles du médicament qui impactent donc l'étiquetage de vos produits, hein, avec des drug facts, etc. Donc c'est quand même un étiquetage bien particulier et les obligations liées à la fabrication du produit, hein. Donc, dans un environnement de GMP Pharma. De même, vous avez aussi l'obligation, de des obligations spécifiques, par exemple d'informer la l'AFD en cas, d'événements indésirables graves et cetera. Donc, voilà, des règles bien spécifiques aux médicaments. Pour tous les autres produits qui vont rester des cosmétiques aussi aux États-Unis, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période vraiment charnière. Et pourquoi? Parce que, bon, moi, je vais vous dire, ça fait 20 ans que je suis là, donc ça fait 20 ans que je suis dans un environnement où il y avait relativement peu de règles sur les cosmétiques, mais il y en avait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on avait quand même, avant, la nouvelle loi? Eh bien, il y avait quand même des règles, très détaillées par rapport à l'étiquetage. Et ces règles-là, si vous voulez, sont différentes, des règles internationales. Donc, ça ressemble, mais il y a des différences. Par exemple, les INCI ne sont pas tous acceptés tels que, au niveau des États-Unis. Donc, il y a certains INCI qu'il faut lister différemment, certains ingrédients qu'il faut lister différemment dans vos listes d'ingrédients. Il y a bien sûr, les informations, sur, le nom du produit, le net content et cetera, qui doivent être formulées d'une certaine façon. Donc vous avez des obligations bien spécifiques, y compris sur le remplacement, l'emplacement des informations et cetera, qui restent, hein, qui perdurent. Ces règles-là ne sont pas annulées par la nouvelle loi, hein. Elles restent présentes et applicables. Donc ça, c'est un élément important.
Et à travers les règles d'étiquetage aussi, effectivement, des règles sur les allégations, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, dès qu'on fait des allégations liées au fonctionnement du corps, au fonctionnement de la peau et cetera, on tombe très vite dans des allégations dites drug, hein, ce qu'on appelle des drug claims. Donc là, vous avez toujours ça ne change rien aux définitions entre cosmétiques et médicaments, donc vous avez toujours des obligations, d'allégations qui seront limitées à l'intended use cosmétique, hein. Donc vous ne pourrez pas aller, dans des allégations, très, détaillées sur la façon dont votre fonction dont votre produit fonctionne, hein. Vous voyez, les allégations du type, d'un ingrédient actif qui, irait activer la production de collagène, au cœur des cellules, vous voyez, ce sont des discours, qui sont sur des discours sur le fonctionnement, du corps, hein, qui sont des discours qui impliquent une modification du fonctionnement, par exemple de la peau ou des cellules et qui sont des discours drug. Donc ça a toujours existé, ça existe encore et rien n'a changé à ce niveau-là. Donc faites-y toujours bien attention parce que c'est quand même un des motifs principaux pour lesquels aujourd'hui des produits sont refusés à la douane, que des entreprises sont catégorisées comme, commercialisant des médicaments non approuvés et cetera, tout simplement parce que les allégations ne sont pas acceptables. On avait aussi quelques règles sur les ingrédients, mais comparé à l'Europe, en termes d'ingrédients interdits, on n'en avait que 8. Donc vous voyez, comparé avec l'Europe qui a plus de 120 ou je ne sais plus, 130 ingrédients, réglementés, on voit bien que là-dessus, par contre, il y avait déficience au niveau du cadre réglementaire et c'est ce que souhaite corriger, entre autres, le MOCRA. Mais cependant, on avait quand même, des règles aussi, principalement sur les colorants qui, par contre, là, sont très strictes et très limitatives, donc qui continuent à s'appliquer et qui ne sont pas modifiées par le MOCRA. Par contre, ce qui manquait vraiment, à la FDA, pour assurer, faut bien le dire, la sécurité des consommateurs aussi, c'était, déjà la connaissance des entreprises cosmétiques puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement obligatoire. Donc ni autorisation, ni enregistrement. Donc en fait, les entreprises cosmétiques qui fabriquaient quoi, qui mettaient sur le marché quoi, la FDA ne le sait pas, ne le savait pas. Et donc c'était une des grosses difficultés pour la FDA par rapport au contrôle en fait, qu'elle pouvait réaliser sur les entreprises cosmétiques, dans la mesure où elle avait pas vraiment de traçabilité en fait, sur, d'où viennent les produits, qui les fabriquent et cetera. Le seul programme d'enregistrement qui existait avant le MOCRA était un programme d'enregistrement qu'on appelle VCRP et qui est un programme volontaire. Donc, il n'y avait pas forcément obligation de s'y conformer, hein. Par ailleurs, l'autre élément qui manquait, vraiment, de façon importante, au niveau du cadre réglementaire américain, c'était d'avoir des GMP, relativement détaillés. On avait, une guidance des GMP qui datait de 2013, donc c'était déjà pas, super, c'était quand même avant 2013, il y avait rien, donc c'était encore pire et franchement, la guidance de 2013, elle est, succincte. Il y a moins de 10 pages, il y a pas grand-chose, donc si vous vous basiez là-dessus pour faire, votre système qualité, vous n'aviez quand même pas grand-chose. Et donc ça, c'est aussi un manque, que le MOCRA va venir, remplir. Et puis, ce qui manquait énormément à la FDA, c'est qu'elle n'avait aucun pouvoir, de police. Elle ne pouvait pas forcer, une entreprise cosmétique à l'informer en cas, d'événements indésirables. Donc il faut savoir que c'était uniquement volontaire pour les entreprises d'informer la FDA en cas de problème sur les produits. Et par ailleurs, elle ne pouvait pas non plus forcer une entreprise à s'arrêter, de fabriquer des produits, avant, je dirais, d'engager une procédure judiciaire, hein, puisqu'elle n'avait pas de pouvoir de police, hein, ce qu'on appelle l'enforcement, du fait de l'absence de réglementation, lui donnant cette autorité. Donc c'est aussi un des éléments que le MOCRA va venir, modifier. Alors le MOCRA, c'est le Modernization of Cosmetic Regulations Act, hein. Cette loi a été votée par le Congrès le 29, décembre, 2022 et signée par le président. Donc vous avez une différence aux États-Unis, entre ce qu'on appelle les actes, qui sont les lois, et les regulations, qui sont publiées, elles, par les agences gouvernementales comme la FDA et qui vont, correspondre un peu à des décrets d'application, qui vont vous expliquer comment on va appliquer la loi. Alors aujourd'hui, voilà, on est 2 mois après, l'acte, donc je vais vous expliquer ce qu'il y a dans l'acte et les deadlines, c'est-à-dire les dates maximum auxquelles la FDA doit implémenter la loi et donc publier les regulations ou guidance, hein, selon le type, d'exigence qu'il va y avoir en termes de documents et de publications pour la FDA. Alors grosso modo, si on regarde, que comprend le mot CRA, eh bien il va y avoir la partie enregistrement, à la fois des établissements fabricants et des produits,
la partie effectivement liée au GMP, au reporting des événements indésirables, c'est informer la FDA, par rapport aux événements indésirables. Avoir aussi un dossier, de substantiation de la sécurité du produit, hein, ce que nous on appelle les dossiers d'information de produit, les DIP. Et puis, la possibilité pour la FDA effectivement d'inspecter puisqu'elle connaîtra désormais les, entreprises cosmétiques et elle pourra plus facilement les tracer. Alors on va aller très, très rapidement sur les 10 points principaux du MOCRA et surtout je vais insister sur les choses qui vont changer dès cette année puisque certains points du MOCRA, la loi, l'acte dit, que ça doit être implanté, que ça doit être impacté avant 1 an après le vote de la loi, c'est-à-dire avant le 29 décembre 2023. Alors juste quelques définitions clés. Le MOCRA, introduit la notion de personne responsable, hein, ce qu'on a nous en Europe, sauf que la personne responsable, vous verrez la définition est un petit peu différente aux États-Unis. La notion d'établissement fabricant, c'est ce qu'on appelle la facility, hein, dans le jargon, de la loi. La notion effectivement de cosmétique sûr et cette notion d'événement indésirable grave, d'ailleurs notion qui a été adaptée au secteur cosmétique, hein. Alors, il y a beaucoup de questions sur la responsible person, hein, depuis la publication de la loi, donc je vous ai donné ici la définition. Donc on vous dit bien, ça peut être le fabricant, l'emballeur ou le distributeur d'un produit, mais dans tous les cas, c'est celui dont le nom apparaît sur, l'étiquetage du produit. Donc en gros, c'est le metteur sur ce que nous on appelle le metteur sur le marché, c'est vraiment celui qui est détenteur du produit, hein. Donc ça peut être, quelqu'un qui met des produits sur le marché alors qu'il les fait fabriquer par un tiers, ou ça peut être quelqu'un qui fabrique et qui met les produits à sa marque sur le marché. Mais dans tous les cas, c'est bien celui dont le nom apparaît sur le produit. Donc c'est cette notion de metteur sur le marché, si vous voulez, hein. Donc la responsible person, c'est pas une personne en tant que telle, c'est bien une entité et c'est l'entité dont le nom apparaît sur le produit et on verra à travers la responsible person dans la responsible person, il va y avoir la nomination d'un responsible individual, hein, qui va être la personne en charge dans cette entité, de s'occuper, de satisfaire en fait, les critères de la loi. Alors, les responsabilités de la responsible person, hein, de selon le MOCRA, ça va être l'enregistrement des produits. Alors, pas forcément l'établissement fabricant, parce que la responsible person n'est pas forcément fabricante, mais en tout cas l'enregistrement des produits, la prévention et le reporting des événements indésirables. Donc ça, c'est la responsabilité aussi du metteur sur le marché. La substantiation de la sécurité du produit, l'étiquetage. Alors l'étiquetage, je vous ai dit tout à l'heure, les règles d'étiquetage préexistantes perdurent. Cependant, le MOCRA va ajouter 2 éléments sur l'étiquetage, donc qui vont venir se surajouter au cadre réglementaire actuel de l'étiquetage. Et la gestion et la communication à la FDA en lien avec les allergènes, hein, on verra tout à l'heure que la FDA va développer un cadre par rapport aux allergènes, puisque avant on n'avait rien, donc c'était simple. Et l'archivage des données. Donc ça, c'est responsabilité de la responsible person. Et à côté de ça, bah, vous avez les facilities. Donc les facilities, elles peuvent être parfois responsible person si elles mettent directement les produits sur le marché, mais si vous êtes sous-traitant, bah, vous n'êtes pas, forcément un metteur sur le marché. Par contre, vous avez bien une facility, un établissement fabricant. Alors la définition de facility, c'est effectivement, fabricant ou transformateur, des produits, sachant que pour, l'emballage, hein, le conditionnement, ça recouvre le conditionnement primaire. Donc si vous faites uniquement du conditionnement secondaire d'un produit qui est déjà en tube ou en flacon, vous allez juste rajouter un carton, a priori vous n'allez pas être concerné par, l'obligation d'enregistrement. Mais par contre, si vous fabriquez ou que vous faites du conditionnement primaire, vous serez, désormais, heu, obligé de vous enregistrer en tant qu'établissement fabricant. La compliance date, donc la date de mise en application, c'est maximum le 29 décembre 2023. Ça veut dire que la FDA va mettre en place un système d'enregistrement d'ici là. Ce que je ne sais pas vous dire, c'est quand. Est-ce que ça sera, heu, avril, juin ou peut-être uniquement, en octobre? Car, il faut savoir que d'une manière générale au niveau des États-Unis, au niveau de la FDA, il y a toujours des phases de renouvellement et en l'occurrence, là, vous le voyez sur ma slide, pour les établissements fabricants, il y aura un renouvellement obligatoire tous les 2 ans, auquel s'ajoute aussi une obligation de mise à jour dans les 60 jours suivant tout changement. Mais, hem en général, ces phases de renouvellement, c'est classique, c'est toujours entre octobre et décembre pour l'année suivante. Mmh.
Donc on connaît ça pour les drugs, on connaît ça pour les dispositifs médicaux, pour le food, et cetera. Donc ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si le système de la FDA il sera disponible avant le 1er octobre pour le premier enregistrement, l'enregistrement initial, ou si on va devoir attendre la période habituelle de renouvellement d'octobre à décembre. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand l'enregistrement obligatoire des établissements alimentaires a été mis en place, ils ont ouvert la fenêtre au 1er octobre et donc on s'est retrouvé à devoir enregistrer 400 000 entreprises en 2 mois. Donc il va falloir faire attention à ça, être très vigilant et en particulier pour vous, même si aujourd'hui on ne peut pas enregistrer les entreprises parce que voilà, il n'y a pas de module, ouvert pour le faire, la FDA n'a pas encore créé, ce système. Vous savez déjà que si vous êtes un établissement fabricant et que vous n'êtes pas sur le sol US, vous devrez à l'intérieur de cet enregistrement, donner l'information de qui va être votre US agent, pour l'enregistrement. Donc le l'US agent, c'est vraiment un contact de la FDA sur le sol des États-Unis pour les communications avec votre établissement et en général, c'est systématiquement en cas d'inspection, hein, nous on le sait puisqu'on est le plus gros US agent au monde puisque tous les autres secteurs à part les cosmétiques, c'était déjà obligatoire, pour tout ce qui est FDA et entre autres, la FDA contacte les agents systématiquement en cas d'inspection puisque l'agent doit faciliter les communications en vue de l'inspection. Alors, obligation d'enregistrement des établissements fabricants, obligation d'enregistrement des produits, ce qu'on appelle le product listing. Alors là, effectivement, la responsabilité en est à la personne responsable, donc le metteur sur le marché. Alors, on dit product listing, hein, c'est un terme du jargon de la FDA, mais ce n'est pas une liste de produits, c'est bien très certainement un enregistrement des produits. Par contre, je pense que ça sera différent de l'Europe. En Europe, vous devez soumettre le dossier d'information produit avec tous les éléments de substantiation justement de la sécurité du produit. Aux États-Unis, d'une manière générale, la FDA, la procédure, elle est différente. On a un enregistrement qui est un peu plus succinct. On doit quand même fournir souvent l'étiquette, des éléments sur le produit, mais pas tous les résultats de tests, pas une évaluation toxico, etc. Par contre, on doit pouvoir fournir ces éléments sur demande à la FDA, hein. Donc, vous voyez, c'est plus de la traçabilité. On identifie à travers les enregistrements ce que vous fabriquez, ce que vous mettez sur le marché, etc. Et ça vous engage à pouvoir donner les informations complémentaires et techniques à la FDA sur demande. Donc là, chose un petit peu paradoxale, on a la même deadline, hein, mise en place avant la fin de cette année et par contre renouvellement annuel. Donc vous voyez, on se trouve avec une situation un petit peu bancale avec des établissements qui doivent se renouveler de façon bisannuelle et des produits qui doivent se renouveler annuellement, mais dans tous les cas, mise à jour nécessaire dans les 60 jours suivant tout changement. Alors, les nouveaux requis d'étiquetage pour les produits cosmétiques qui vont se surajouter aux requis qui existaient déjà, eh bien, ils sont en lien avec 2 choses. Ils sont en lien avec l'obligation, désormais d'informer, la FDA, sur les événements indésirables, graves et donc de ce fait-là, obligation est faite aussi aux metteurs sur le marché, de fournir sur leur packaging une adresse complète aux US ou un numéro de téléphone aux US ou une information de contact électronique par lesquelles, en fait, un consommateur va pouvoir leur faire un reporting d'adverse event, hein, donc les informer qu'il y a un problème sur le produit, hein, qu'il a eu un problème, à l'utilisation du produit, hein. Donc ça va être, obligatoire, sur les packaging, heu alors là, on a 2 ans, hein, puisque la deadline, c'est-à-dire au plus tard au 29 décembre 2024 et là, bien sûr, on va attendre. Alors on a beaucoup de questions, il y a des gens qui me demandent: «Bah, oui, mais quel format?» et cetera. Bah, je leur dis: «Je peux vous donner des éléments par rapport à ce qu'on connaît sur d'autres secteurs», parce que c'est déjà obligatoire, par exemple, pour les compléments alimentaires ou, pour les OTC drugs. Mais, heu très sincèrement, il va falloir attendre les guidelines de la FDA sur ce sujet-là. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, la FDA doit se positionner là-dessus au plus tard avant fin 2024. Alors peut-être avec des dates de mise en application qui seront, un petit peu plus tard pour les entreprises, parce qu'elle donnera peut-être un délai. Elle se positionnera aussi sûrement par rapport au stock existant, puisque les gens me posent la question là-dessus. Mais, ça va venir très vite aussi. 2e élément, comme la FDA doit déterminer quels sont les allergènes, dans les cosmétiques, puisqu'aujourd'hui on ne le sait pas, il y a pas de règles spécifiques aux États-Unis et bien, il y aura aussi une obligation liée à ça, c'est-à-dire à partir du moment où on saura quels sont les allergènes, il faudra aussi les mettre en évidence dans l'étiquetage au niveau de la liste d'ingrédients. Toujours pareil,
Comment? Quels allergènes? Aujourd'hui, on ne le sait pas puisque le MOCRA, en fait, mandate, la FDA, pour créer, justement ce cadre réglementaire qui n'existe pas aujourd'hui. Mais par contre, la FDA, elle a, effectivement, jusqu'à fin 2024 pour, se positionner, établir la règle, en donner éventuellement, les modalités d'application. Mais ça va quand même venir assez rapidement. Par contre, ce qui vient dès 2023, donc la FDA, va aussi, ben, on l'espère le spécifier un peu plus en détail, c'est l'obligation pour les poses cosmétiques à usage professionnel de porter une mention claire et visible, précisant effectivement que le produit est destiné, à être utilisé uniquement par des professionnels autorisés. Alors le rapport d'événements indésirables à la FDA, donc c'est quelque chose qui va être obligatoire désormais, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant c'était volontaire, hein. Donc je vous ai dit aussi tout à l'heure, la deadline, hein, donc tout à part les choses un peu spécifiques, tout le reste s'applique, juste dès la fin de l'année. Et là, le délai, ça va être 15 jours, hein. Donc il faut avoir des procédures en place, pour prévoir, d'informer la FDA. Alors si vous me demandez sous quelle forme, eh bien écoutez, je ne saurais pas vous le dire. Il y a déjà un système de reporting d'adverse event, sur le site de la FDA, qui est utilisé d'ailleurs pour, les produits alimentaires, les produits médicaux. Donc il y a de grandes chances qu'on puisse se servir de ce même système pour, les cosmétiques. Et on attend là aussi des guidances de la FDA, mais c'est encore une fois quelque chose qui va bouger cette année, hein. Et le MOCRA a modifié un petit peu, a spécifié, qu'est-ce qu'était un Serious Adverse Event en matière de cosmétiques. Il a étendu un petit peu la définition classique de la FDA pour, intégrer, les éléments, je dirais, plus cosmétiques justement, des adverse events, c'est-à-dire la défiguration, et des effets négatifs significatifs, hein, puisqu'auparavant on avait plutôt une définition liée au médical. L'archivage des événements indésirables graves, est défini par le MOCRA aussi, hein. Il est défini à 6 ans quand même, donc c'est une obligation d'archivage assez longue et un droit d'accès de la FDA à ces archives. Alors, il y a des notions de small business, on va en parler tout à l'heure. Et par exemple, si vous êtes dans le cadre des small business, vous avez une obligation d'archivage uniquement limitée à 3 ans. Alors c'est pareil pour les allergènes. À partir du moment où la FDA va avoir créé le cadre des allergènes, elle aura un droit d'information sur les allergènes. Elle pourra vous poser des questions par rapport à ça et vous demander des documents, par rapport aux allergènes de vos produits. Alors les GMP, ça c'est aussi très important puisque je vous ai dit tout à l'heure, avant on n'avait pas de cadre GMP, cosmétique. Ce qui fait que pour les entreprises européennes, c'était assez facile puisque déjà nous, on a quand même le cadre, de bonnes pratiques de fabrication et donc on a, je dirais, une longueur d'avance sur les États-Unis à ce niveau-là. Et puis, je dirais que l'autre avantage, c'est que de toute façon, les entreprises cosmétiques, ici en Europe, elles étaient jamais inspectées par la FDA. Quand la FDA inspecte actuellement des entreprises, cosmétiques, c'est uniquement pour l'aspect OTC et c'est le département des médicaments, le département drugs qui vient les inspecter et pas le département des cosmétiques. Donc le MOCRA, demande à ce que la FDA établisse des bonnes pratiques de fabrication et que les entreprises seront obligées de suivre, mmh. Donc, si vous voulez, en fait, la FDA met en place une logique qui est la logique habituelle où on dit: «Les entreprises s'enregistrent». Quand elles s'enregistrent, elles s'engagent à suivre les bonnes pratiques de fabrication les bonnes pratiques de fabrication, elles sont définies par la Food and Drug Administration et c'est ce qui leur sert de base pour vous inspecter ensuite, quand ils viennent faire une inspection. Alors, il prévoit aussi un cadre GMP simplifié pour des small business et aussi des cas d'exemption. On va en parler tout de suite, hein. Mais bien sûr, si après ils viennent faire une inspection chez vous et que, ils considèrent que c'est pas conforme au GMP, ben, ça entraînera le fait de considérer les produits comme adultérés et donc non acceptables. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la substantiation de la sécurité du produit. Donc, on fait le parallèle un peu avec notre dossier d'information produit européen. Il y a dès maintenant et dès l'année 2023 l'obligation de maintenir une documentation sur la substantiation de la sécurité de vos produits cosmétiques. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. On ne sait pas ce que ça doit être, mais il faut avoir quelque chose. Donc ça tombe bien. Bon, nous en Europe, on a déjà quelque chose, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même garder un œil et voir quand la FDA va se positionner sur ce qui doit vraiment être dans ce dossier, s'il y a des choses complémentaires à avoir dans le dossier d'information produit, puisque la FDA peut vous demander ses archives, ses documents. Elle en a désormais le pouvoir.
L'AFD a à nouveau aussi, un nouveau pouvoir aussi en termes de rappel, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, elle ne pouvait pas forcer quelqu'un à faire un rappel, sauf à aller dans une procédure judiciaire. Autorité aussi pour faire des inspections et accéder à vos archives, hein. Je vous en ai parlé actuellement déjà. Pour les cosmétiques contenant du talc, c'est pareil, là, c'est un peu spécifique, mais la FDA doit, définir, une méthode de test standardisée par rapport à la détection de l'amiante. Elle doit aussi se positionner sur les PFA. Donc vous voyez, il y a des éléments un peu plus, complémentaires et plus spécifiques que dans le MOCRA. Et pour finir, sur les points du MOCRA, donc vous avez prévu dans la loi, parce que c'est les d'une manière générale, hein, si vous voulez, les lois aux États-Unis doivent intégrer des modalités spécifiques pour les small business. Donc il est prévu à travers le MOCRA, exemption ou requis simplifié dans certains cas, pour des small business qui sont définis comme ayant un chiffre d'affaires aux USA moyen sur les 3 dernières années inférieur à 1 000 000 $. Alors, ça les exempterait, des ou ça leur les exempterait ou leur permettrait d'avoir des exigences simplifiées pour les GMP et puis ça les exempterait, des exigences d'enregistrement et de listing. Et on n'a pas le détail de ce que sera, exactement, comment est-ce qu'on va définir la small business. Par exemple, moi, j'ai des questions du genre, je suis fabricant à façon, moi, je ne vends pas directement mes produits aux États-Unis. Alors est-ce que je suis vraiment exemptée? Parce qu'en fait, si on prend mon volume, d'activité, de cosmétiques que je produis, pour les États-Unis, c'est quand même bien plus qu'1 000 000 $, vous voyez? Donc, il y a des questions qui se posent et pour lesquelles on n'a pas encore la réponse. Mais sachez voilà qu'il y aura quand même des exemptions ou réductions de requis pour les small business, à préciser. Mais ça veut dire qu'en général, parce que bon, on connaît les procédures de la FDA, hein, ce sont les mêmes un peu pour tous les secteurs. Bah, si vous êtes small business, ça suffit pas de vous dire: «Ah bah, j'ai rien à faire», parce que ça veut dire que sûrement, il y aura une démarche à faire pour demander la fameuse exemption et déclarer votre chiffre d'affaires, hein. C'est ce qui se passe dans les autres secteurs, c'est que vous devez faire une small business exemption declaration, donc tous les ans, vous devez aller, déclarer, votre chiffre d'affaires, pour dire que vous êtes en dessous des 1 000 000 $. Donc vous voyez, vous aurez de toute façon quelque chose à faire, donc soyez vigilants là-dessus. Un petit résumé des échéances. Donc dès la fin 2023, l'AFDA, doit permettre à ce que, les enregistrements à la fois des établissements et des produits soient réalisés. Dès la fin 2023, il faudra de toute façon, être capable de faire un reporting d'adverse event, à la FDA en cas de problème, et avoir, à disposition de la FDA un dossier de substantiation de la sécurité du produit. Pour l'étiquetage, dès la fin 2023 aussi, pour les cosmétiques à usage professionnel, une mention, donc à suivre un petit peu courant de l'année, qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais une mention sur le fait que ces produits sont à utiliser par des professionnels autorisés et puis dès la fin 2024, eh bien, les informations concernant, l'adverse event, le contact pour l'adverse event reporting et un peu plus bas, vous verrez aussi, bah, courant 2024 aussi, les allergènes et l'information sur les allergènes sur vos étiquetages. Et après, vous avez des deadlines qui sont un petit peu plus tard pour, justement les produits qui contiennent du talc, les PFA et cetera et surtout les GMP, qui donnent quand même jusqu'à, 2025 à la FDA pour finaliser les GMP. Ils savent très bien que ça va être compliqué, qu'ils partent de pas grand chose et donc ça intègre aussi le fait que pour, l'industrie américaine, effectivement, ça va apporter un gros, gros, gros changement. Alors, pour finir cette présentation, sachez quand même qu'on est dans un État fédéral. Ça veut dire que, chaque État peut rajouter une couche réglementaire à la couche fédérale et c'est ce que certains États, ne se privent pas de faire, en particulier, du fait, pour les cosmétiques, de l'absence de réglementation au niveau fédéral et la Californie là-dessus, bah, a toujours été un État où il y a, beaucoup de réglementations supplémentaires et en particulier là, faites attention si vous commercialisez vos produits, s'il y a un consommateur californien peut les acheter, et bien, vous avez quand même ce qu'on appelle la proposition 65, et le California Safe Cosmetic Programme qui s'applique. Donc si vous voulez des informations là-dessus, vous me contactez, je vous enverrai des infos. Vous avez aussi d'autres États qui ont certains requis additionnels. Vous avez pas mal de réglementations qui sont, au niveau local aussi pour les composés organiques volatiles, donc tout ce qui est COV. Et d'ailleurs, déjà au niveau fédéral, c'est même pas réglementé par la FDA, mais c'est réglementé par l'Environment Protection Agency, EPA. Donc si vous cherchez des infos sur les réglementations à ce sujet-là, c'est pareil, je pourrais vous donner quelques liens.
Et si vous faites des cosmétiques bio, sachez que vous ne trouverez rien sur le site de la FDA parce que, c'est le ministère de l'Agriculture, le United States Department of Agriculture, qui est en charge de tout ce qui est, ce qu'on appelle organique aux États-Unis, hein. Bon, il y a un accord de reconnaissance mutuelle depuis 2012 maintenant, avec, les US, mais, il y a quand même des règles spécifiques, en particulier pour l'étiquetage. Mais si vous recherchez des ressources là-dessus, vous les trouverez sur le site de l'USDA et non pas sur le site de la FDA. Donc en résumé, eh bien, je vous l'ai dit, si par exemple vous démarrez sur le secteur, eh ben, on va commencer par se poser la question de l'intended use. Est-ce qu'on est vraiment cosmétique ou est-ce qu'on est, OTC drugs? Et puis d'une manière générale, que ce soit, en tant que drogue ou en tant que cosmétique, eh bien, il y a des enregistrements, c'est vrai, mais c'est pas une approbation de vos produits et ça veut dire c'est juste une identification des établissements fabricants et des produits et donc derrière, il y a des obligations, ça vous engage et ce sont des règles qu'il vous faut suivre et qui ne seront vérifiées que quand l'AFD va vérifier vos produits, par exemple à la douane ou sur le marché ou, en faisant une inspection chez vous. Donc c'est quelque chose auquel vous devez vous conformer. La FDA vous considère comme si vous étiez américain, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous a autorisé, hein. Et donc ça peut si vous n'êtes pas bien informé au départ, eh bien, vous aurez, la difficulté la plus fréquente, celle qu'on rencontre la plus fréquemment, c'est-à-dire que, votre étiquetage n'est pas conforme ou, vous avez un problème lors de l'inspection. Mais bien souvent, le gros problème qu'on a, c'est le refus des produits, à l'arrivée sur le marché parce que, quelque chose n'est pas conforme en termes d'étiquetage, en termes d'allégations, en termes de positionnement du produit ou désormais parce qu'il va manquer un enregistrement et que donc vous en aurez besoin pour passer la douane, hein. Donc il vaut mieux prévenir les problèmes en vérifiant effectivement à la fois la conformité de vos produits et aussi vos requis réglementaires en termes d'enregistrement et surtout si vous vous lancez en ce moment, bah, surveillez ça un petit peu comme du lait sur le feu parce que ça va bouger très, très vite et donc faites-vous aussi accompagner par des gens qui sont au courant et suivez de près, l'implémentation concrète du MOCRA, au cours de cette année et des 2-3 années à venir. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Merci Béatrice. En tout cas, c'est un très bon tour, d'horizon, des nouvelles exigences, des produits cosmétiques sur le marché américain. Merci pour, ce décryptage, des spécificités réglementaires, voilà, pour vendre un produit cosmétique sur le marché des États-Unis. On voit que c'est très évolutif et qu'il va falloir en effet rester en veille, cette année pour voir la mise en application de toutes ces nouvelles exigences. Il nous reste un petit peu de temps, donc n'hésitez pas, à poser vos questions sur le module QR, pour que Béatrice puisse, vous répondre. En parallèle, je vais lancer juste un petit sondage, sur, le contenu, du webinaire. Heu, voilà, donc n'hésitez pas, à le remplir. C'est important qu'on ait dans votre retour, pour notre processus d'amélioration continue et surtout, de connaître, de recenser vos futurs, besoins sur des réunions, thématiques comme celle, d'aujourd'hui. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions. Alors si, Béatrice, donc il y a une personne qui dit que c'est très clair. Autant que possible en tout cas, avec ce qu'on a pour l'instant, mais bon. Ouais, avec les éléments que tu as aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais, bon, c'est vrai que je pense que pour les entreprises, des cosmétiques, il va falloir aussi anticiper, dès maintenant, en effet, la recherche d'un US agent, comme tu as pu le préciser. Je pense qu'il faut déjà qu'elles se mettent à la recherche, du coup, de cet agent et puis, de suivre, voilà, tout ce qui est, guidelines, comme tu as pu le dire, sur, de la FDA, sur ce qui va être amené à évoluer. Donc non, mais a priori, c'était vraiment très, très clair parce qu'il y a vraiment qu'une question. N'hésitez pas, on n'est pas très, très, très nombreux, on est 30, vous êtes 32 participants, donc c'est voilà l'occasion de pouvoir, échanger. Alors, j'ai une personne qui lève la main, je vais essayer de lui activer son micro pour qu'elle pose, sa question, à l'oral. Alors j'ai activé votre micro, si vous pouvez également, l'activer de votre côté.
Alors j'ai autorisé les micros. Est-ce que vous arrivez à poser vos questions? Sinon, mettez-les dans le module, dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Je vois qu'il y a Sandra qui veut poser une question. J'ai activé le micro, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ouais. Sinon, dans les bulles QR, n'hésitez pas à écrire vos interrogations. J'ai activé les micros, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. J'ai l'impression qu'on a un problème avec la Alors, il y a une question là qui arrive, Béatrice. Donc, merci, exposé très clair. La notion de responsible person est délicate, semble-t-il. Où peut-on trouver de l'information pour apprécier cette notion et savoir si nous pouvons être responsible person lorsque nous sommes fabricants à façon? alors, non, les choses sont claires. La définition de la responsible person, d'ailleurs, vous l'avez sur la slide, c'est celui dont, le nom est apposé sur l'étiquetage. Donc si vous êtes uniquement fabricant à façon, vous n'êtes pas responsible person, vous êtes facility. Hein, donc vous avez vraiment 2 entités. Vous avez la facility, c'est l'établissement fabricant. Donc un fabricant à façon, par définition, il va être facility. Et donc là, vous avez les obligations liées à votre enregistrement d'établissement, les obligations par rapport au GMP, c'est vous qui allez être inspectable. Par contre, les autres, obligations, telles le dossier, d'information du produit, tous ces éléments qui sont listés par ailleurs pour la responsible person, elles s'appliquent bien aux metteurs sur le marché. Ok, merci Béatrice. J'ai une personne qui lève la main, j'ai activé le micro, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne de votre côté si vous n'arrivez pas également à l'activer. Est-ce que vous pouvez indiquer votre question sur le module QR? Et puis vous aurez également les contacts de Béatrice sur le support, donc vous pourrez la contacter en dehors du webinaire pour échanger évidemment. Alors, on a une demande, Béatrice. Merci pour cette présentation. Pensez-vous refaire un webinaire lorsqu'il y aura de nouvelles informations sur l'application du MOCRA? Oh oui, c'est sûr qu'on va faire de l'information. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter d'ailleurs parce qu'on va publier nous, on publie dès qu'il y a des changements en fait, hein, donc on fera des mises à jour régulières, hein, en fait, par rapport à ça, hein, dès que ça va bouger au niveau je dirais au niveau concret, hein. Mmh. Oui, puis nous, de notre côté, on peut aussi relayer des informations, Tout à le fait. Ouais, registre ouais. ARCORP Ouais, pour ouais. vous informer, que ce soit sur notre newsletter aussi mensuel ou sur BCI Info, notre plateforme numérique sur le site web. Voilà, pour en effet vous tenir informé sur le sujet. Alors, une autre question, Béatrice, une idée du coût d'avoir un agent aux États-Unis comme vous? Alors je saurais pas vous dire le coût, des autres agents parce que, il y a les tarifs, diffèrent selon chaque agent et ce que l'agent fait pour vous d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que la responsabilité d'agent, c'est être un lien de communication, entre, la FD et vous. Ça oblige pas forcément l'agent, par exemple, à vous faire la partie administrative, de réalisation des enregistrements, de mise à jour et cetera parce que, enfin, de par mon expérience, je sais que c'est un élément hyper important, souvent c'est ce qui arrive, c'est que les gens se lancent dans l'enregistrement initial et après ils mettent pas forcément à jour et c'est là qu'ils ont des problèmes. Mais nous, par exemple, le coût de l'agence, c'est 995 par an. Donc c'est un forfait et ça comprend, toute, la création de l'enregistrement initial, les mises à jour, les renouvellements et cetera.
Mais bon, ça vous donne un ordre d'idée. Alors, pour rebondir là-dessus d'ailleurs, et on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura des fees? Parce que vous savez, longtemps pour les médicaments en vente libre, pour les OTC, il n'y avait pas de fees. Et puis en 2020, ils nous ont sorti, la modernisation, des OTC et donc et on a eu droit à des fees qui étaient conséquents, hein. Et il faut savoir que dans les projets de loi précédents, hein, qui n'ont pas passé le congrès, hein, mais des années auparavant, il y avait déjà eu beaucoup de projets puisque c'était une préoccupation, je dirais des consommateurs aux États-Unis. Il y avait, par exemple, eu des projets avec, des fees de la FDA de 500 par an. Enfin, alors, heu, aujourd'hui, il y a pas de fees de prévu, c'est pas nommément expliqué, donc je pense qu'il y aura pas de fees à payer à la FDA. Vous aurez effectivement, si vous utilisez un agent tiers et ben vous aurez à le payer, mais c'est un coût induit. Heu, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il n'y en aura pas forcément. Ça, on ne le sait pas. Par contre, si on se base sur les précédents projets de loi qui n'avaient pas passé le congrès, on n'était pas dans les ordres, de grandeur, du médicament, hein, puisque, bon, alors pour les médicaments, 20 000 c'est pas grand-chose, parce que les médicaments, sous prescription, par exemple, c'est des centaines de milliers de dollars, mais c'est vrai qu'on était quand même sur des, de toute façon, même dans les autres projets qui n'ont pas passé le congrès, on était sur des sommes, beaucoup plus faibles. Mais voilà, pour l'instant, on n'entend pas parler de fils de la FDA, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne viendra pas. Ok, merci Béatrice. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va arriver à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces explications et pour ta disponibilité. Donc, le support et le replay du webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur notre site web. Vous recevrez le lien. Il va me rester à moi de vous souhaiter une excellente journée et à vous dire donc à bientôt sur de prochains webinaires sur des thématiques donc liées à l'international. Merci Béatrice. Merci à vous tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.